Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Merci, Madame le Président. Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs, je vais donc vous parler de l'hominisation et de l'humanisation. Il me semble que la langue française, de ce point de vue-là, a des vertus, puisqu'elle a permis, comme on l'a vu hier, déjà, de distinguer deux processus d'évolution. L'hominisation au sens d'évolution biologique, qui résulte depuis la disparition des Néandertaliens de l'émergence d'une seule espèce humaine. Darwin souligne qu'il y a des différences, mais il considère que les sous-espèces concordent sur tant de particularités qu'on ne peut les expliquer que par un ancêtre commun. En revanche, l'humanisation, au sens d'évolution sociale et culturelle, éthique si l'on veut, et sous réserve des courants de pensée universalistes, s'est faite principalement par une diversification très forte des cultures et l'émergence d'une normativité morale, mais aussi culturelle, religieuse, juridique, propre à chaque groupe humain. Apparemment contraire, puisqu'on a d'un côté une conception plutôt unifiée, universaliste, et puis de l'autre une conception diversifiée et relativiste. Les deux processus sont d'ailleurs habituellement étudiés séparément, d'un côté par les sciences de la nature, de l'autre par les sciences humaines et sociales. C'est logique si on considère qu'ils ne relèvent pas de la même échelle de temps. D'un côté, on compte en millions d'années, de l'autre en milliers, ni des mêmes valeurs, la vie de l'espèce d'un côté, la promotion de ce que les juristes appellent la dignité de l'être humain de l'autre. Et pourtant l'humanité s'est faite par interaction. Darwin lui-même, et on vient de l'évoquer dans la discussion, parlant du rôle des facultés morales, me semble constater implicitement l'existence d'un second processus, celui d'humanisation. Car même si ces facultés morales ne sont pas, selon lui, propres à l'homme, elles limitent chez l'homme, et il le dit très clairement dans The Descent of Man, elles limitent l'influence de la sélection naturelle. Si important qu'ait été et soit encore la lutte pour l'existence, en ce qui concerne la partie la plus élevée de la nature des hommes, ce qu'il appelle les nations civilisées, il y a, dit-il, écrit-il, d'autres facteurs plus importants. L'habitude, la capacité de raisonnement, l'instruction, la religion, et j'ajouterai le droit. Et alors hier, plus précisément, Jean-Pierre Changeux nous a expliqué que la variabilité épigénétique particulièrement forte chez l'homme favorise la créativité, donc l'humanisation. Et l'après-midi, Stanislas Dehaene a montré comment le recyclage neuronal qui prolonge l'hominisation contribue aussi à la culture, il a parlé du cerveau entre nature et culture, donc à l'humanisation. De même que le langage articulé propre à l'être humain, rendu possible par l'évolution biologique, favorise en même temps la diversification des cultures. Et ce n'est sans doute pas un hasard si nous posons la question aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une phase nouvelle, que l'on nomme parfois globalisation, dans laquelle cette tension hominisation-humanisation pourrait s'inverser. En effet, les connaissances scientifiques permettraient, semble-t-il, à
assez brève échéance, de changer le mode de reproduction et ou les caractéristiques même de l'espèce humaine, voire de fabriquer des hybrides, homme-animal ou homme-machine. Comme si l'hominisation était désormais menacée par la diversification de l'espèce humaine. On parlera aujourd'hui de post-humain. Et puis, à l'inverse, les normes éthiques s'universalisent, à tel point qu'il est apparu nécessaire d'adopter une convention, c'est une convention de l'UNESCO de 2005, pour rappeler que la diversité des cultures fait partie du patrimoine commun de l'humanité, comme si l'humanisation tendait maintenant vers l'éradication des différences et vers l'unification des cultures. Autrement dit, il me semble que la globalisation rend plus nécessaire que jamais la mise en relation de ces deux processus. Or, le droit, puisque c'est de droit que je vais vous parler en tant que juriste, le droit peut y contribuer à cette mise en relation, mais de façon assez différente. Tantôt, c'est un simple révélateur. Au fond, le droit met en lumière les tensions. Tantôt, il devient carrément perturbateur. Il exacerbe dans certains textes ou dans certains dispositifs ces tensions. Mais le droit peut devenir aussi régulateur quand il transforme les tensions en interactions. Alors, c'est un ordre qui n'est pas chronologique, car le droit peut jouer simultanément les trois rôles: révélateur, perturbateur, régulateur. Le droit révélateur, eh bien, il me semble qu'on peut essayer de transposer au droit ce que Darwin disait de la morale. Elle est née de l'instinct de sympathie, qui fut d'abord favorable à l'espèce, mais comme on vient de le rappeler, à mesure qu'elle s'étend aux plus faibles et aux plus vulnérables, elle devient, ce sont les mots même qu'emploie Darwin, un frein à la sélection naturelle. Or, la transposition est particulièrement pertinente si on prend les droits de l'homme. Protéger le droit à la vie favorise l'espèce. Mais affirmer que les hommes naissent libres et égaux, heureusement en ajoutant droit, c'est une sorte de protestation contre la nature, de refus de se résigner à la situation naturelle. Donc, pour montrer comment le droit révèle les tensions entre processus d'hominisation et d'humanisation, j'évoquerai deux principes, à première vue, de ce point de vue-là, opposés: le droit à la vie et le droit à l'égale dignité. Le droit à la vie, à première vue, c'est le plus proche de l'hominisation. L'interdit de tuer est quasi universel, y compris d'ailleurs si on regarde les exceptions, les principales étant la guerre ou la légitime défense. En revanche, il y a des accords sur la peine de mort maintenant. Et plus largement, il y a des accords à propos des pratiques concernant le commencement et la fin de la vie, avortement, euthanasie. Ce qui, au fond, n'est peut-être pas surprenant si l'on pense à la formule d'Hannah Arendt, quand elle écrivait « La naissance et la mort des êtres humains ne sont pas de simples événements naturels », ajoutant la différence entre une vie humaine bornée par un commencement et une fin, la bios, et le mouvement cyclique que la nature impose à tout vivant, ne connaissant ni mort ni naissance au sens où nous entendons ces mots. Donc les modalités de la vie varient avec l'histoire des peuples parce qu'elles relèvent aussi de l'humanisation. Alors en pratique, ça se traduit par une très grande prudence des juges
dans les affaires qui touchent à ces questions, si on regarde la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, très prudente en matière d'avortement. Elle a toujours évité de prendre parti sur le début du droit à la vie. Elle préfère se situer sur le terrain des droits de la mère. Et elle admet à la fois les législations qui autorisent l'avortement non thérapeutique et celles qui l'interdisent. La question a été également posée en 2004 à propos de l'avortement involontaire, l'avortement provoqué par un médecin à la suite d'une erreur. La question, c'était de savoir s'il s'agissait d'un homicide involontaire. Et là, la Cour est très hésitante. Elle constate la diversité des conceptions, des cultures juridiques, des standards nationaux. Elle cite d'ailleurs dans ce sens-là un avis du groupe européen d'éthique qui dit ceci: il serait non seulement juridiquement délicat d'imposer dans ce domaine une harmonisation des législations nationales, mais du fait de l'absence de consensus, inopportun de vouloir édicter une morale unique qui serait exclusive de toutes les autres. La diversité est trop grande. Donc finalement, elle conclut que le point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation des États. Et pourtant, la Cour note bien qu'il y a des progrès scientifiques et que ces progrès ont renouvelé le débat sur la question de la nature et du statut de l'embryon ou des fœtus. Elle cite la Convention d'Oviedo sur la biomédecine et les droits de l'homme, mais elle n'en tire pas une solution unifiée. Tout au plus, peut-on trouver comme dénominateur commun aux États l'appartenance à l'espèce humaine. C'est intéressant qu'elle emploie le terme espèce humaine. Mais aussitôt, elle ajoute la potentialité de cet être, l'embryon, le fœtus, et sa capacité à devenir une personne doivent être protégées au nom de la dignité humaine. Sans pour autant, ajoute-t-elle, en faire une personne qui aurait droit à la vie au sens de l'article 2 de la Convention. Alors comprenne qui pourra. Parce que, au fond, ce que fait la Cour, en parlant de l'espèce humaine d'un côté, en parlant de la dignité de l'autre, c'est révéler la tension. Mais elle ne tranche pas. Et on constate la même prudence avec l'euthanasie. La mort bonne, quand elle est provoquée sur demande, alors soit de façon directe, l'euthanasie active, ou de façon indirecte, l'euthanasie passive. Là aussi, il y a un arrêt de principe de la Cour des droits de l'homme, l'arrêt Preti en 2002, où elle a rejeté la demande de Mme Preti, qui était paralysée par une maladie neurovégétative et qui souhaitait l'aide de son mari pour mettre fin à ses jours. Là aussi, je dirais que la Cour révèle la tension, constate cette tension. Elle dit d'une part, le droit à la vie a été conçu pour protéger le caractère sacré de la vie, alors que le droit à la dignité inclurait le droit à l'autodétermination de chacun, relativement aux questions de vie et de mort, mais elle refuse de trancher, car elle ajoute « le droit à la dignité n'oblige pas les États à agir contre la vie ». Ici encore, il y a un désaccord entre les pays européens, les législations sont très différentes d'un pays à l'autre, donc ici encore, elle admet une marge nationale d'appréciation et elle se limite à contrôler les cas extrêmes au nom d'un principe qu'elle appelle de proportionnalité. Toutefois, ici encore, le désaccord entre les différentes pratiques juridiques nationales est nuancé et elle en tient compte dans son argumentaire par l'évolution des connaissances scientifiques et des pratiques médicales. Elle n'ignore pas que la mort est désormais médicalisée et elle considère que ça a modifié notre perception de celle-ci et provoqué la transformation des valeurs et des exigences normatives qui nous orientent. Donc sans aller jusqu'à unifier la réponse juridique, elle la révèle dans cet arrêt la tension hominisation-humanisation. C'est ainsi au fond que les découvertes scientifiques dans le domaine biomédical, mais je dirais sans doute aussi les pressions économiques qui sont liées aux coûts engendrés
par ses découvertes pour les systèmes de santé, contribue au débat éthique sur le droit à la vie. Mais alors, c'est plus surprenant peut-être encore de constater qu'elle contribue aussi au débat sur le droit à l'égale dignité humaine. Car à la différence du droit à la vie, le droit à l'égale dignité est d'abord lié au processus éthique de l'humanisation. C'est au nom de ce droit qu'on interdit la torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants, l'esclavage et autres pratiques. C'est un principe qui a émergé beaucoup plus tard. Il émerge en fait en 1945 avec le tribunal de Nuremberg, en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais là aussi, dans les applications pratiques, on voit les tensions. Et on peut donner deux exemples, c'est la torture et le clonage, deux exemples apparemment complètement différents. La torture, elle est interdite par le droit international des droits de l'homme au nom du droit à la dignité, mais la lutte contre le terrorisme a relancé la question de la justification par la nécessité de sauver des vies humaines. On emploie la parabole au fond de la bombe à retardement. Un terroriste a été arrêté, il est soupçonné d'avoir posé une bombe qu'il est encore possible de désamorcer si on le fait parler à temps. N'est-il pas à ce moment-là légitime d'utiliser la torture pour sauver peut-être des milliers de vies humaines? Hominisation contre humanisation, survie de l'espèce contre dignité humaine. L'argument a été admis par la Cour suprême d'Israël en 1999 et surtout il a été repris après le 11 septembre 2001 par l'administration du président Bush et par une partie de la doctrine américaine, mais on sait qu'il est maintenant rejeté au moins en principe par le président Obama et il reste interdit par le droit international des droits de l'homme. Car dans les textes internationaux, le droit à l'égale dignité est indérogeable. Il y a des dérogations possibles au droit à la vie, guerre, légitime défense, je les ai citées, mais il n'y a pas de dérogation possible au droit à la dignité. Et jusqu'à présent, la Cour européenne des droits de l'homme a tenu bon. Elle refuse de justifier la transgression de l'interdit au nom de la lutte contre le terrorisme. Alors, avec mon deuxième exemple, celui du clonage, le problème est complètement différent. Car l'interdiction qui est formulée à la fois par un certain nombre de législations nationales, dont la législation française, mais aussi au Royaume-Uni ou au Canada, et puis par des textes internationaux européens et à vocation mondiale avec l'ONU, cette interdiction, en somme, c'est une anticipation sur des pratiques qui sont seulement potentielles. Le clonage reproductif humain n'existe pas encore. C'est une sorte de principe de précaution. Mais sur quel fondement interdit-on juridiquement le clonage reproductif humain? À première vue, le fondement semble éthique. En France, l'avis du Conseil d'État était très clair. Il y a un risque d'instrumentalisation. Ils font même la comparaison avec l'esclavage. Et plus récemment, Sylviane Agacinski, dans son dernier livre, explicitait, au fond, on substitue à une relation de filiation ascendant-descendant une relation de production fabricant-fabriqué. En tout cas, il ne faut pas oublier que la France a constitutionnalisé le principe de dignité qui n'était pas inscrit dans la Déclaration universelle ni dans notre Constitution. C'est un effet de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à propos des lois sur la bioéthique de 1994. Au fond, en 1994, le Conseil constitutionnel a considéré que l'inhumain pouvait accompagner non seulement des pratiques de destruction, génocide par exemple, mais aussi des pratiques de fabrication de la vie. Car on découvrait dans les années 90, par-delà les premières dérives de l'eugénisme bien antérieur, on découvrait des formes nouvelles de sélection liées à la procréation médicalement assistée, ce qui fait que c'est en 1994, que le Code pénal français incrimine l'eugénisme. Et
Il y ajoutera le clonage reproductif humain en 2004. Mais si on regarde ces dispositifs du Code pénal français, on s'aperçoit que le clonage et l'eugénisme sont qualifiés crimes contre l'espèce humaine. Alors on a curieusement dans notre Code des crimes contre l'humanité, génocide et autres, et puis des crimes contre l'espèce humaine, comme s'il s'agissait de deux notions différentes, comme si l'interdit de ces deux crimes contre l'espèce humaine tenait exclusivement à la crainte d'une bifurcation dans l'évolution biologique, à la crainte d'une déshominisation ou d'une post-hominisation. Au fond, il ne s'agirait plus de traitement inhumain, mais de ce qu'on pourrait appeler un traitement anhumain, hors humain. Et ici, le droit n'est pas seulement révélateur, il devient perturbateur. Il devient perturbateur, au fond, chaque fois qu'il sépare l'hominisation de l'humanisation. Et là, il y a plusieurs manières de procéder pour séparer. Il y a d'abord la déshumanisation de l'être humain. Qualifier clonage et eugénisme de crimes contre l'espèce, c'est déjà une forme indirecte de déshumanisation. On parlera cet après-midi du sacre de l'espèce, c'est l'expression de Philippe Descamps. Par ce sacre de l'espèce, le droit pénal semble vouloir protéger exclusivement l'espèce biologique et pas les principes éthiques de non-discrimination, de non-instrumentalisation et d'égale dignité. Mais la forme la plus directe de déshumanisation, c'est le refus des droits de l'homme à une partie des êtres humains. Et on sait, par exemple, sans remonter plus loin, on sait qu'au XVIe siècle, de grands humanistes de la Renaissance se demandaient encore si les Indiens étaient bien des hommes. Il a fallu la force de conviction de Las Casas, la célèbre controverse de Valladolid, pour défendre l'idée qui était peu répandue que les Indiens auraient les mêmes droits humains que les chrétiens et qu'ils n'étaient pas des esclaves par nature, comme le prétendait son adversaire Sepulveda. Mais la question n'est pas seulement philosophique, elle est juridique. Le statut de l'esclave, il est encore admis par des esprits élevés comme celui de Bossuet au XVIIe siècle, et finalement l'esclavage est interdit très tardivement. En France, c'est 1848, au plan international, c'est progressif à partir du traité de Versailles, des conventions de Genève du début du XXe siècle, et puis finalement la Déclaration des droits de l'homme et le crime contre l'humanité qui inclut l'esclavage. Mais il y a d'autres formes de déshumanisation qui apparaissent, et qui apparaissent à partir d'arguments à prétention scientifique. De son vivant, Darwin, on l'a vu, tente d'éviter les déviations racistes ou eugénistes qui seraient tirées de sa théorie, mais il rencontre des résistances. Et à la fin du XIXe siècle, Lombroso va faire appel à l'évolutionnisme darwinien pour remettre en cause l'idée de responsabilité pénale et pour fonder sur la continuité entre l'animal et l'homme ce qu'il appelle l'atavisme de certaines formes de criminalité. Il va jusqu'à dire qu'il y a des criminels qui sont au fond restés en arrière dans l'évolution. Ils constituent une véritable race à part avec des stigmates précis, biologiques notamment, et psychologiques parfois. Et ce n'était qu'un début, puisqu'on sait qu'au XXe siècle, le discours savant va nourrir les théories eugénistes qui, au nom d'une normalité en fait introuvable, font apparaître la figure de l'anormal dans le prolongement du monstre du Moyen-Âge. C'est un humain inachevé, c'est un mélange d'humain et de non-humain. Et c'est ainsi qu'on légitime les mesures de stérilisation des criminels, les politiques de castration, puis d'élimination de l'Allemagne hitlérienne. Mais notre siècle, le XXIe siècle, lui aussi a ses monstres. Les terroristes, ennemis, combattants illégaux sont plus ou moins hors la loi, puisqu'ils ne sont ni vraiment criminels, ni vraiment combattants. Les pervers sexuels et autres grands criminels, eh bien, en transposant le principe de précaution aux êtres humains, voilà que notre droit pénal a créé en 2008, c'est pas très vieux,
une rétention de sûreté de durée indéterminée, voire perpétuelle, fondée sur un pronostic de récidive. Donc il ne s'agit plus de punir un être responsable, mais d'éliminer un monstre, comme on éliminerait un animal dangereux, le monstre, lui, étant ainsi déshumanisé. Mais la perturbation peut venir à l'inverse d'une assimilation à l'humain de tout ou partie du vivant non humain. Autrement dit, la perturbation peut venir d'une humanisation du non-humain. C'est un phénomène que les anthropologues connaissent bien. Mais en Occident, il est nouveau dans la mesure où la conception qui a prédominé au cours des derniers siècles est celle qui considère l'être humain comme seul à posséder le privilège de l'intériorité, même s'il se rattache physiquement au continuum des non-humains. Au fond, c'est une conception séparatiste, et c'est celle qui a inspiré le droit international. Or, sous l'effet conjugué des découvertes scientifiques, notamment la faible différence génétique entre l'homme et le chimpanzé de l'ordre de 1%, un peu plus d'1%, et puis les innovations technologiques, eh bien, on voit que les courants écologiques se radicalisent et le droit se retrouve en première ligne. D'une part, le droit applicable aux animaux. On a vu il y a quelques années l'adoption d'une déclaration des droits de l'animal qui invoque des arguments pseudo-scientifiques pour affirmer tout être vivant possède des droits naturels et tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers, et pour aller jusqu'à définir comme génocide tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage et toute décision conduisant à un tel acte. Et puis, d'autre part, il s'agit de la nature que nous avions d'abord annexée à l'humanité, avec l'expression de patrimoine commun de l'humanité utilisée pour désigner certains espaces naturels, comme la Lune, et puis d'autres corps célestes, le fond des mers et des océans. Mais le concept semble être en voie d'abandon. En revanche, en droit interne, certains dispositifs vont très loin et reconnaissent la valeur intrinsèque du vivant non humain. C'est le cas de la Constitution, à la suite d'un amendement récent, la Constitution suisse, qui fait de la diversité biologique un sujet de droit. Autrement dit, devenu sujet de droit, le non-humain ne se séparerait plus aussi nettement de l'humain dans une conception du monde qui peut sembler en contradiction avec la spécificité biologique de l'être humain. Mais les excès même de ce courant radical montrent que pour devenir régulateur, le droit ne doit pas exacerber les tensions entre hominisation et humanisation. Ce que devrait faire le droit, c'est les transformer en interaction. C'est ma troisième figure du droit régulateur. Pour arriver à l'interaction, il faut sans doute éviter la séparation radicale entre hominisation et humanisation. Donc il faut reconstruire les relations au sein de chaque couple humain-inhumain et humain-non-humain. La relation humain-inhumain, au fond, elle repose sur la notion même de communauté humaine que Darwin avait parfaitement perçue quand il écrivait « À mesure que l'homme avance en civilisation, la raison devrait conduire chaque individu à étendre ses instincts sociaux et de sympathie à tous les membres d'une même nation, et une fois ce point atteint, il voyait loin, seule une barrière artificielle peut empêcher ces sympathies de s'étendre aux hommes de toutes les nations et toutes les races. » C'est exactement ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme quand elle parle de la dignité inhérente aux membres de la famille humaine et quand elle en déduit les interdits de l'esclavage, de la torture, des traitements inhumains. Mais les textes les plus récents en matière bioéthique suggèrent une nouvelle définition de l'humain, donc de l'inhumain, par interaction précisément entre l'évolution biologique et éthique. C'est d'une part le texte de l'UNESCO sur le génome humain qui est maladroit d'une certaine manière parce qu'il fonde sur le génome, seulement le génome, l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine,
et la reconnaissance de leur dignité intrinsèque. Mais l'intérêt du texte, c'est de faire appel à la fois à l'espèce et à la dignité, à l'hominisation et à l'humanisation. Ce sera repris de façon plus claire dans la Convention d'Oviedo sur la biomédecine et les droits de l'homme. Alors respecter en fait l'appartenance à l'espèce et la dignité humaine devrait conduire à réunifier le crime contre l'humanité et le crime contre l'espèce, c'est-à-dire en fait réunifier l'inhumain et l'anumain au nom de ce fameux principe de précaution, parce que le changement biologique, la déshominisation, risque d'entraîner l'apparition de nouveaux groupes fabriqués par eugénisme, par clonage, par cloisonnement d'espèces, et du coup d'aggraver le risque de traitement discriminatoire. Donc la déshominisation risque d'aboutir à une déshumanisation, et ce serait la raison d'une réunification nécessaire de ce crime concernant à la fois l'humain au sens biologique et l'humain au sens éthique. Mais pour reconstruire la relation, l'interaction entre hominisation et humanisation, il faut aussi penser à la relation humain-non humain et sans doute se dégager de l'anthropomorphisme, l'anthropocentrisme, sans pour autant faire de l'animal ou de la nature un véritable sujet de droit, pour la bonne raison qu'il n'y a pas réciprocité possible entre l'homme et l'animal, comme il y a réciprocité interhumaine à la base des droits de l'homme. Quand on parle de l'animal, il faut peut-être rappeler que Darwin considérait l'extension de la sympathie de l'humanité envers les animaux inférieurs comme l'une des acquisitions morales les plus récentes. Cela dit, il faut préciser, c'est ce que fait Alain Rochian dans un article récent, et ça me paraît un point important, si nous protégeons les animaux, c'est parce que nous sommes des êtres de raison qui justement échappent en partie à ces phénomènes qu'on appelle à tort les lois de la nature. Ce qui fait que des juristes spécialisés de ces questions, comme Jean-Pierre Marguenot, préconisent une protection spécifique, ni comme personne, ni comme chose, une protection spécifique de l'animal comme être sensible. Et c'est d'ailleurs ce que fait notre code pénal en France. Il y a la division des crimes contre les personnes, il y a les crimes contre les biens, et puis il y a une nouvelle catégorie, autres crimes et délits, qui punit notamment les sévices graves ou les actes de cruauté envers les animaux, et qui a été étendue en 2004 aux sévices de nature sexuelle. Il y a une décision très pittoresque de la Cour de cassation de 2007 qui admet la condamnation du propriétaire d'un poney qui, par jeu, avait pratiqué des actes de sodomie sur l'animal. Et les juges disent avec beaucoup de gravité, le délit est constitué dès lors que ce malheureux poney ne pouvait exercer aucune volonté ni se soustraire à ce qui lui était imposé. Il avait été transformé en objet sexuel. C'est une manière de rappeler que si l'animal n'est pas une personne, il n'est pas non plus un objet, c'est un être sensible, pour reprendre l'expression du traité de Lisbonne. Alors de même avec la nature, qui ne devrait être considérée ni comme un sujet autonome, ni comme patrimoine de l'humanité, mais plutôt comme bien commun. C'est un peu l'idée sous-jacente de notre charte constitutionnelle de 2005 pour l'environnement. La charte écarte la voie radicale qui fait de la diversité biologique un sujet de droit, mais en même temps la charte souligne que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Alors c'est très intéressant cette notion de devoir, car elle est rare en matière constitutionnelle. En fait, elle ouvre la voie à une protection de la nature comme bien commun. Et elle reprend cette idée que dans la relation au non-humain, l'homme serait une sorte de médiateur. Anne Fagolargeau avait parlé de concessionnaire de la planète hier. C'est un peu la même idée. Le droit, au fond, est appelé à combiner
des relations bilatérales du type des droits de l'homme qui postulent une réciprocité interhumaine, et puis des relations unilatérales du type des devoirs. Les devoirs s'imposent sans réciprocité et donc de façon asymétrique, qu'il s'agisse de la nature ou des animaux ou qu'il s'agisse des générations futures. Parce que les générations futures, c'est la même chose, il n'y a pas de réciprocité par rapport aux générations présentes. Les conséquences pratiques, c'est que ces devoirs devraient être définis à la fois par référence à l'hominisation, pour protéger la survie de l'espèce, et par référence à l'humanisation, pour interdire des comportements de violence contre le vivant non humain, parce qu'ils seraient contraires à notre dignité, à notre raison. Au fond, si l'être humain a de tels devoirs à l'égard du non-humain, c'est parce qu'il est le seul être vivant, on y revient, doué de raison. Et d'une certaine manière, c'était déjà la position de Montaigne, quand il évoquait dans ses essais un devoir général, ce sont les mots qu'il emploie, un devoir général d'humanité, non seulement envers les bêtes qui ont vie et sentiments, mais même envers les arbres et les plantes. Simplement, aujourd'hui, le devoir est encore plus pressant, car avec les biotechnologies nouvelles, avec le changement climatique dont on a également parlé hier, ce qui est devenu très réel, très présent, c'est le risque soit de disparition, soit de diversification de l'espèce humaine. Et là, on voit en quelque sorte que l'humanisation rétroagit sur l'hominisation. Ce qui fait que ce risque appelle sans doute, c'est l'inversion dont j'ai parlé en introduction, une certaine universalisation de l'éthique et de toute la normativité, y compris la normativité juridique. Mais alors, il faudra prendre garde. Le droit devra tenter de concilier cette universalisation avec la diversité des cultures qui a permis, si inachevée soit-elle, notre lente humanisation. Merci.